Yvan a commencé le triathlon en 2013. La majorité des triathlètes commencent sur des petites distances, généralement bien préparées. Yvan, lui, a commencé par l'Embrunman, en VTC, en s'arrêtant manger un sandwich. Il va nous raconter comment il en est arrivé là, et comment en quelques années, il en est arrivé à être l'un des meilleurs triathlètes amateurs de sa catégorie. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné d'Yvan. Je suis avec Thibaut et Mélène pour cette petite interview. Bonjour à tous les trois. Bonjour Yvan. Yvan, première question pour toi. Très simplement, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu as quel âge ? Etc. etc. Alors bonjour à tous, donc Yvan, j'ai 32 ans, dans la vie je travaille dans les assurances, puisque je suis actuaire, c'est tout le côté mathématique derrière les contrats d'assurance. Bon, c'est un peu chiant, donc je vais pas en parler plus que ça. Ok. C'est moins intéressant en tout cas que le triathlon moins pour nous intéressant aujourd'hui. Que le triathlon. On fera un épisode dédié sur la profession. Si tu le souhaites, si ça intéresse les auditeurs. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à la pratique du triathlon, qui est pas forcément un sport auquel on pense quand on est gamin ? Ouais, alors moi en fait j'ai beaucoup fait de sport quand j'étais plus jeune. J'ai commencé avec du handball. Non, j'ai commencé au judo même quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai joué au hand pendant quelques années. J'ai beaucoup joué au rugby aussi, à un bon niveau régional, on va dire, dans les catégories de jeunes. Dans quelle région ? Dans le sud-ouest, parce que je viens de pas loin de Bordeaux. D'accord. Et en fait, je me suis pas mal blessé aussi quand je jouais au rugby. J'ai commencé un peu la course à pied à côté de ça, vraiment pour récupérer des blessures. En fait, pour revenir, avant de revenir sur un terrain de rugby, on fait un peu de réathlétisation, on va dire. Donc j'ai commencé un peu la course à pied. À côté de ça, je faisais aussi un peu de vélo, mais plus des voyages à vélo en fait. Avec des potes, on est parti par exemple en Pologne à vélo. Donc voilà, rien à voir. En fait, rien à voir avec le sport ou quoi. C'était juste plus un délire d'aller entre potes, voilà, faire un peu un voyage à vélo. Ça fait quand même quelques bornes. Ça fait quelques bornes, ouais. Ça fait. Parce que t'es parti de Bordeaux pour aller jusque là ? Non, on est parti de Metz. D'accord. Ouais, ça va. C'est beaucoup plus près. On a coupé un peu, c'est pour ça. Et en fait, quand je me suis installé sur Paris, j'ai regardé un peu les clubs de rugby. C'était un peu, il y avait pas grand chose avec le boulot. C'était un peu compliqué. Et donc je me suis mis un peu à la course à pied et en fait je me suis retrouvé totalement par hasard au milieu de l'Embrunman, donc un été dans les Hautes-Alpes. En tant que spectateur du coup Pas du tout, en fait j'allais me balader en montagne avec un pote et on se retrouve, on est bloqué dans la circulation, là on voit des gugus passer machin, on se renseigne un peu, on regarde et on se dit bah tiens les mecs font un triathlon mais qu'est-ce que c'est ? Là c'est le destin là qui t'est tombé dessus. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et du coup je me suis renseigné un peu. Je me disais bah tiens, faire un Ironman pourquoi pas et tout, mais j'étais pas du tout dans une structure ni rien. Et en fait j'ai voulu m'inscrire à Nice. Je parlais avec mes potes de m'inscrire à un Ironman machin. J'ai voulu m'inscrire à Nice directement. En fait c'était pas vraiment l'idée, c'était pas de faire un triathlon mais plus de faire un Ironman, plus le côté défi et tout. Après la Pologne, l'Ironman. Ouais, voilà. Et ça du coup c'était il y a combien de temps ? Ça c'était pour la saison de 2013. Et en fait, pour mon anniversaire, mes potes m'ont offert une combinaison et une trifonction, donc là j'avais plus vraiment le choix. Je voulais m'inscrire à Nice et en fait, quand j'ai vu les prix d'inscription, je me suis dit waouh, en fait le triathlon c'est cher quoi. Ouais. Et finalement j'ai traîné, Nice était sold out, il y avait plus de place, du coup je me suis inscrit en Brun, sachant qu'à l'époque j'avais pas de vélo de course. Enfin, j'avais un VTC pour me balader dans Paris. J'avais fait un peu de vélo avec des potes, mais c'était un VTC, c'était pas du tout un vélo de course.
Et du coup, je me suis inscrit là-bas un peu sans savoir ce que c'était vraiment, parce que en vrai, l'Ambraman, c'est quand même un truc un peu, c'est dur, quoi. C'est costaud, non, quand même. Ouais, bah c'est vallonné, quoi. On va dire. C'est quoi Ça a commencé par ça, quoi, direct. Ouais. C'est quoi justement le dénivelé sur cette épreuve? De mémoire, c'est 3005 à vélo. D'accord. Donc c'est beaucoup, mais pas énorme. Et par contre, c'est le marathon qui est vraiment dur, parce que le marathon, t'as 400 mètres de dénivelé ou quelque chose comme ça, et ça, après l'enchaînement des deux, en fait, vélo, marathon, c'est vraiment dur. Et la distance vélo, c'est combien? C'est 180. D'accord. C'est comme à Nice. Ouais, 3005, c'est des dénivelés positifs, c'est pas beaucoup, quoi, pour toi. Bon, non, mais ramener à la longueur de la course, en fait, c'est pas si énorme que ça. T'as beaucoup de parties roulantes, et c'est pas que de la montagne. Parce qu'en fait, maintenant, t'as des triathlons qui ont ouvert, genre l'Altriman, où vraiment tu fais que monter descendre. Et là, t'as entre 5 et 6 000 de D+, sur la partie vélo. Donc c'est vraiment plus, quoi. Alors que l'Ambraman, c'est pas raisonnable, on va dire, mais c'est pas aussi dur qu'un truc où tu fais que monter descendre. T'as des parties roulantes et pour une première épreuve. Et en vrai, je me rendais pas compte de ce que ça représentait. Moi, j'avais des attaches familiales en fait en Savoie. Du coup, je me disais je vais aller préparer une semaine à la montagne. Ça va passer comme il faut. Voilà. Je préparais ça. J'allais nager une fois le mercredi matin à la piscine. Je nageais la brasse, donc je savais pas nager je savais nager le crawl, mais au bout de 100 mètres, j'étais mort. Épuisé. Donc je nageais la brasse et le vélo, en fait, j'allais bosser en vélo. Donc je bossais à Saint-Denis, je faisais en gros une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Donc ça, c'était plus ou moins mon entraînement vélo. J'étais toujours en VTC, hein. J'ai acheté un vélo au mois de juin, un vélo de route au mois de juin, donc voilà, c'était vraiment pas du tout adapté. Et sinon, pour la course à pied, je faisais un footing dans la semaine et après j'allais jouer au foot tous les lundis soirs avec des potes. Donc c'était vraiment pas du tout adapté. Là, on est un peu léger en termes d'entraînement. Ouais, je suis pas expert, mais gros programme. Ça me paraît léger. Comment ça s'est terminé du coup ce premier Ambraman? Au final, ça s'est pas mal terminé. C'était vraiment dur, mais on en parlait un petit peu avant le début de l'interview. En fait, je voulais y aller pour terminer, quoi. Donc il y avait en fait par exemple le parcours vélo, c'est tu passes le col d'Izoard, donc c'est à peu près la moitié du parcours. En haut du col, je me suis arrêté, je me suis pris un sandwich, je me suis posé 10 minutes. Enfin, j'étais vraiment, l'objectif c'était de terminer, pas dans un état trop dégueulasse, et finalement j'ai terminé, je sais plus, en 14 heures ou quelque chose comme ça. C'était honnête, on va dire. Ah, c'est clair. Vu la prépa. Ouais, voilà. Après j'avais fait une dizaine de jours dans les Alpes pour me préparer un petit peu plus, mais t'avais fait du tourisme, quoi, pas plus, quoi. Ouais. Tourisme avec 3500 de dénivelé. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ton plan d'entraînement, je suppose qu'il a un petit peu évolué. Ouais, au fil des années, tu t'es un peu professionnalisé, on va dire. Comment après cette épreuve, tu t'es dit, la prochaine fois que je m'inscris à un Iron ou à un tri longue distance, j'essaie de le préparer un peu mieux. Tu t'es tout de suite mis la volonté de faire un chrono ou finir dans des bonnes positions? En fait, quand j'ai fait la course, je me suis dit plus jamais. Vraiment, j'ai fini complètement détruit. J'avais mal partout. Comme beaucoup de monde qui termine un Ironman, je pense, mais je pense que vraiment celui-là c'était vraiment dur parce que j'étais pas vraiment préparé musculairement et même au niveau des articulations, tout ça, c'était vraiment dur. J'ai eu mal aux jambes, mal aux genoux pendant peut-être une semaine, quoi. Donc c'était vraiment pénible et en fait petit à petit je me suis dit pourquoi j'essaierais pas de le refaire mais en étant un peu mieux préparé. Donc là je me suis rapproché du Stade Français, en fait. On m'avait parlé de l'entraîneur de l'époque, qui était Jonathan Trioen. Je me suis rapproché du Stade Français pour essayer de structurer un peu la planification et pourquoi pas refaire la course. Je crois que quand je me suis vraiment inscrit au Stade Français, je voulais aller au Norseman. En fait, j'ai pas été tiré au sort parce que c'est une loterie. Et du coup, après, il se trouve que l'Ambraman retombait. En fait, ça tombe le 15 août, donc c'est une date assez tard. Avec mon boulot, ça allait bien pour avoir un peu de temps fin juillet pour préparer. Donc finalement, je me suis réinscrit à l'Ambraman et j'y suis retourné avec une planification un peu plus structurée. Donc, t'as jamais été intéressé par des courses de plus petite distance pour te faire la main finalement, que ce soit sur de la technique, sur du matos, sur des trucs plus accessibles, je sais pas, le triathlon de Paris à côté de chez toi, c'était pas un truc qui t'intéressait du coup? Alors en fait, moi j'ai toujours ciblé les courses où la natation comptait pas beaucoup parce que je suis pas un nageur et que je comprends. Ouais, ça me parle aussi. Ouais, ça te parle, Mélène, ouais. Je me disais que plus le vélo est dur, en fait, plus ça correspond à mes capacités et donc et plus je prendrais du plaisir, et je pense que
Je pense que c'est vrai parce que petit à petit après j'en ai fait des courses des courses moins longues et avec des profils différents, et c'est vrai que ce qui m'attire aujourd'hui c'est vraiment les courses en montagne où le vélo est dur et où là je prends du plaisir en fait. Du coup t'as fait quoi comme tu voulais poser une question, Thibaut, excuse-moi. Non, je voulais demander, du coup, toi, t'es plutôt un mec du vélo, quoi. Bah, en fait, à la base, ouais, je suis plutôt un mec du vélo, et c'est là aussi où je progresse, où j'ai toujours progressé, en fait, d'année en année. Donc, ouais, j'aime bien la course à pied aussi. Je m'entraîne beaucoup, notamment l'hiver, pour essayer de progresser sur ce sport-là. Et par contre, effectivement, la natation, même si je fais le boulot, je nage 2 fois par semaine. En vrai, la natation, quand t'es amateur, que t'as un boulot à côté, c'est vraiment compliqué de s'investir plus que 2 voire 3 fois par semaine. Est-ce que peut-être tu peux nous donner 2-3 références un peu qu'on ait une idée de ce que c'est que nager correctement ou courir un peu vite pour toi, parce que j'ai l'impression qu'on parle pas des mêmes vitesses. Bah, je sais pas, je dois être à peut-être à 5,40 sur 400 mètres en natation. Donc en vrai, quand tu regardes un peu le monde du triathlon, tu te dis peut-être c'est pas mal, mais si tu compares avec des nageurs, c'est vraiment pas terrible. Et après, course à pied, je vaux 33-34 au 10K. Ouais, donc ça commence à courir vite, quoi. C'est rapide. Ouais, mais après c'est pareil si tu compares avec des mecs qui courent. Oui. Voilà, moi je fais tout dépend des perfs que tu veux aller chercher. Genre type Choguet par exemple, ou je sais pas. Non, tu vois, tu fais le 10K ici fin décembre avec un chrono comme ça, tu finis pas 200, 250 quoi. Donc des mecs qui courent plus vite, il y en a plein quoi. Toujours des gens qui vont plus vite, il malheureusement. y a toujours des spécialistes de l'épreuve. Après, en triathlon, déjà, 33-34, c'est solide. Bah, surtout pour un gabarit comme le mien, parce que je suis quand même assez costaud, donc voilà. On parlait du Stade Français. Le fait d'être inscrit dans un club, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment dans ta prépa? Ouais, et en plus de ça, c'est aussi une question que je voulais poser, mais au final, est-ce que tu t'es pas inscrit aussi dans un club parce que t'avais un background de sport collectif et tu souhaitais retrouver un petit peu cet état d'esprit un peu... fraternité. Exactement. Dans la souffrance. Alors, il y a un peu de ça, mais je crois que surtout, ce que je recherchais en m'inscrivant dans un club de tri, c'était plus dans l'encadrement, notamment natation. Parce que aussi, en étant pragmatique, chercher aussi un club avec des créneaux réguliers et où je pouvais aller par rapport à mon boulot et par rapport où j'habite. Et c'est pour ça que j'avais choisi aussi le Stade Français à l'époque, c'est que il y avait des créneaux à la piscine Keller dans le 15e, moi ça m'allait bien. À l'époque quand j'ai commencé vraiment, quand je me suis inscrit au Stade Français, c'est vrai que j'attendais aussi un retour en termes de technique en natation. Et c'est vrai que ça c'est un truc, c'est un peu compliqué. Ça dépend probablement des clubs, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir moi de mon côté. Dans les clubs de tri, il y a souvent beaucoup de nageurs, pas beaucoup d'encadrants. Et c'est vrai que pour apprendre à nager dans les clubs de tri, c'est compliqué quoi, parce que l'encadrant il n'a pas forcément le temps de suivre chaque personne, d'aller corriger un tel et un tel. Et au final, si t'attends vraiment, je pense que un mec qui veut progresser, c'est bien de faire un peu de volume, d'aller s'entraîner dans un club, mais c'est aussi bien d'aller chercher un peu des conseils techniques, peut-être à côté un peu plus individualisés. Et dans un club comme le Stade Français, c'est des professionnels qui vous encadrent ou c'est des gens qui prennent sur leur temps perso pour encadrer parce qu'ils ont un background de sportif éventuellement élite ou ce genre de choses? Alors au Stade Français, il y a les deux en fait. Il y a un coach principal qui s'occupe de gérer tout le côté sportif. Je crois, 2 coachs. Je sais pas. Je pense qu'il y a un coach à plein temps et un coach qui est en formation. C'est un jeune. Donc qui eux s'occupent soit des adultes, soit des enfants, parce que le Stade Français c'est quand même plus de 400 licenciés, je crois. Donc c'est quand même un club assez conséquent. Et après, t'as la problématique des sorties vélo. Parce que quand t'as 400 licenciés, t'imagines les 400 ils viennent le samedi matin pour aller rouler. C'est juste un enfer. Ouais, voilà. Alors, en plus, apparemment, on peut pas rouler en peloton de plus de je sais pas combien de cyclistes sur les routes françaises. Il y a pas quelque chose comme ça. C'est possible. Ça me dit rien, mais c'est tout à fait possible. Et on comprend bien que de toute façon, au-delà d'une vingtaine de personnes, ça devient très vite dangereux. C'est le Tour de France, quoi. Et ouais, tu prends un rond-point, t'es 50, voilà, c'est la galère. Donc en fait, au Stade Français, il y a des bénévoles qui passent tous les ans. Il y a des adhérents du club qui sont bénévoles, qui passent le BF5, il me semble. Donc c'est un brevet fédéral qui te donne le droit d'encadrer. Et donc eux, ils participent à une espèce de roulement pour encadrer les sorties vélo.
Donc ça permet de faire des groupes. Toutes les semaines, il y a au moins 4 groupes à vélo. Donc ça permet de diviser entre les niveaux et les différents objectifs courts ou longs. Ça permet de faire des groupes finalement qui sont assez bien structurés. Et du coup, quand tu dis à tes amis du Sud-Ouest que tu es licencié au Stade Français, ça se passe bien quand même? Ouais, alors effectivement, il y a Stade Français Rugby, mais je précise que le Stade Français Rugby, c'est un truc indépendant, qui n'est plus, c'est plus vraiment la même asso que le Stade Français. Pas d'éclair rose sur ta trifonction. Non. Je croyais que tu t'étais inscrit au Stade Français par rapport au rugby, tu vois, que t'as fait dans ton nom. Non, mais rien à voir en fait. Du coup, aujourd'hui, dans tes séances d'entraînement, est-ce que... du coup, ça fait quoi? Ça fait 6 ans quasiment que tu es au Stade Français? 5-6 ans? Ouais, c'est ça. Toi, tu as fait un complément avec un coaching à côté, etc., pour optimiser un petit peu les performances, parce que je suppose que le niveau est un petit peu différent entre les 400 adhérents du club. Toi, si tu es plus dans la recherche de la performance, est-ce que tu as fait des compléments d'entraînement sur je sais pas, ou pour t'aider sur de la technique ou de l'alimentation, ce genre de choses? Alors en fait, quand j'ai lors de ma première saison au Stade Français Triathlon, donc j'ai rencontré le coach de l'époque qui était Jonathan Trioen, et c'est vrai que quand il est parti, j'ai trouvé que les séances, il est parti en cours d'année en fait, et j'avais la sensation que les séances qui étaient proposées correspondaient pas forcément à mes attentes en termes de développement. Et en fait, à côté de ça, lui a ouvert un coaching individualisé, sa structure de coaching en fait. Et donc la saison d'après, tout en continuant à être licencié au Stade Français puisque ça me permettait d'aller nager, du coup je me suis fait aider sur le côté planification par Jonathan. Donc concrètement, en fait, il m'a aidé à structurer mes entraînements. Il m'a appris énormément en termes de planification. Donc quelle séance je mets quand, à quoi ça sert, qu'est-ce que je vais en retirer derrière. Et aussi le fait d'avoir un coach, en fait, c'est top en termes de motivation. Parce que le matin t'as pas envie de te lever, t'as pas de coach, tu te dis la séance je la ferai demain ou je la ferai jamais quoi. Et alors quand tu sais que t'as un coach qui est là, qui va te demander, ou pas d'ailleurs, mais qui va suivre un peu ton développement, je trouve que ça permet de s'engager de façon différente en fait, et du coup ça aide à la motivation, et surtout dans le triathlon longue distance où il y a une nécessité de régularité, je pense, dans l'entraînement. Je pense que ça c'est un gros plus. Et tu parlais de motivation, d'avoir un entraîneur. Est-ce que tu dois lui transmettre tes données? On en parlait avant l'interview. Alors en fait, lui, il fonctionne, il suivait les entraînements via Garmin Connect, il me semble. Donc tu as d'autres outils comme t'as Strava, t'as TrainingPeaks, t'as d'autres outils qui permettent de faire remonter de la donnée. C'est vrai que ça c'est un truc génial avec tous les capteurs qu'on peut installer, que ça soit les montres, capteurs cardio, capteurs de puissance sur les vélos. On peut vraiment monitorer les entraînements, et ça du coup ça permet d'avoir un retour aussi bien soi-même que le coach si on en a un. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ce côté justement un peu gamification, on va dire, avec tous les capteurs, de pouvoir suivre tes performances au-delà de te faire taper sur les doigts par ton coach si tu te lèves pas le matin. Est-ce que toi c'est un truc qui te motive justement? Tu disais tout à l'heure par exemple en vélo, pendant l'hiver t'essaies de bosser pour optimiser tes perfs, de voir que tu progresses un petit peu d'année en année, c'est un truc qui continue de te motiver aujourd'hui? Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr que voir qu'on monte, après le juge de paix c'est le chrono en fait. C'est ça le seul truc qui compte à la fin. Mais en vrai, notamment l'hiver quand tu vis à Paris, que tu veux t'entraîner un peu à vélo, avoir un capteur de puissance, ça te permet de structurer ces séances, et ça te permet de te motiver aussi, parce que moi j'ai fait en fait ma première saison d'entraînement, j'avais pas de capteur de puissance. Sur ton VTC? Non, c'était déjà à l'époque, j'étais déjà coaché de façon individuelle, et c'est vrai que le fait d'avoir un capteur de puissance, surtout sur le home trainer, ça permet de se motiver, ça permet vraiment de calibrer les séances aussi, du coup de réaliser les bonnes séances au bon moment, et ça c'est quand même un vrai plus. Ouais. Tu sens que ça a fait la différence justement sur ton entraînement quand t'es... Je pense qu'on peut faire sans, mais sur le home trainer, c'est vraiment intéressant. Après dehors, moi je le mets pas. Là en ce moment, en fait j'ai un vélo de chrono sur lequel que je laisse sur mon home trainer à la maison, et j'ai un vélo de route sur lequel je roule, et mon vélo de route en fait je mets pas de c'est aux sensations, de capteur.
Ouais, parce que je trouve ça, les chiffres aussi, c'est bien, mais je pense qu'il faut pas trop en abuser. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien aussi de faire autre chose et d'écouter comment tu te sens, comment tu. Ouais, et puis de pas être non plus trop dans les chiffres, quoi. Parce que, enfin, après, tu peux aussi avoir le capteur, ne pas l'afficher et débriefer après ta séance. Mais bon, ça, il faudrait que j'ai 2 capteurs. Donc, mais non, en vrai, ouais, je trouve ça bien aussi de pas forcément toujours mesurer, et surtout dehors. Par contre, sur Home Trainer, ouais, maintenant, tu me dis fais une séance de Home Trainer sans capteur, je te dis non, quoi. T'es paumé, quoi. Je suis perdu, puis même pour calibrer la séance et tout ça, je trouve ça vraiment galère. Ouais, pour le coup, t'as pas de sensation sur le Home Trainer si ce n'est le chrono qui est affiché. Exactement. Ou les gouttes de sueur qui perlent, mais sinon c'est un peu compliqué. Voilà. Et tu fais ça par toi-même sur le Home Trainer? Tu fais ça à l'ancienne ou tu utilises des applis type Zwift, etc. pour te motiver un petit peu sur le Alors, moi, j'utilise pas d'appli. Je sais que j'ai plein de potes qui y vont. Pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas. Tu fais ça de façon traditionnelle, à la motivation. De façon traditionnelle, et puis devant un mur blanc. Non, je mets Netflix du coup, mais non, mais en vrai, je trouve que quand tu fais moi, je fais ma planification moi-même. Du coup, je sais quelle séance je veux faire à quel moment et qu'est-ce que je veux mettre dedans, et du coup, aller sur Zwift, je pense que ça te permet pas vraiment de réaliser les séances que tu veux. Et c'est vrai que si tu veux faire du qualitatif, du coup, je suis pas sûr que ça soit adapté. Après, je crois que tu peux ajouter tes séances. Tu peux monter tes propres séances. Tu peux monter tes mais programmes. Du coup, t'es tout seul sur Zwift? Non, t'as les autres mecs autour de toi et toi tu fais tes cadences, en fait ça change automatiquement visiblement, mais malgré tout je comprends ce que tu veux dire, que quand tu fais tu vois, ça t'oblige à faire une petite manip en plus qui est pas forcément le fondement même de l'appli, qui est là pour te faire passer du temps sur le vélo. Il y a ça, et il y a aussi le fait que moi je le fais souvent le matin. Alors je sais que sur Zwift c'est international, il peut y avoir du monde à côté, mais j'ai pas spécialement envie de me connecter à un truc le matin tôt. Je suis à moitié endormi, je suis dans le noir chez moi. Ouais, voilà. Préfère lancer Netflix. Ouais, c'est plus facile. Et du coup, ta semaine type, elle ressemble à quoi? En fait, ça dépend vraiment des périodes de l'année. Vu que je fais du long, ça demande quand même pas mal d'investissement, et du coup c'est vrai que ça dépend vraiment du moment de l'année, si je suis en phase de préparation ou si je suis l'hiver, ou voilà, et ça dépend aussi de ce que je veux travailler. Donc je te donne un exemple, là sur le mois de janvier, j'ai repris vraiment sérieusement les 3 sports. Donc en gros, j'ai fait, je crois, 4 sorties bike par semaine. J'ai fait 3 caps et 2 nats, et du coup les sorties, là je travaille vraiment la force à vélo. Donc en fait c'était 2 séances home trainer d'1 heure que je fais le matin de force, et après une séance plutôt technique sur le vélo, et la séance dehors c'était de la force aussi. Donc force, en gros, tu réduis la cadence et tu te mets à 60 RPM et tu tournes. Et tu tournes, voilà, tu tournes doucement, tu pousses fort, et voilà. Et ça envoie combien de watts justement quand t'es à 60 alors là, c'est le début d'année, ça va pas très loin, mais je suis pas entre 260 et 280 watts. Et au max en fin de prépa, quand t'es bon pour la course? Ça dépend de combien de temps, en fait. Sur un sprint 1002, quoi, comme André Gappel. Non, sur 1 heure, je pense qu'en montagne, sur un col, je dois pouvoir faire 350 watts. Mais après, faut se méfier des watts, parce que d'un capteur à l'autre, tu peux avoir des écarts, et quand tu parles de 300 watts, même 2-3%, ça fait 10 watts, ça va très vite. Donc voilà, faut se méfier. Puis ils avaient analysé les watts de Froome, mais apparemment c'était normal dans l'école, donc ça va. Sujet sensible, sujet sensible. Ah, mais on a un analyste en face de nous, donc. Justement, par rapport à ton programme là, que tu nous partageais sur le mois de janvier, tu décomposes ton année par rapport à des épreuves que tu as sélectionnées un petit peu avant, ou chaque année tu refais un petit peu les mêmes épreuves? Alors il se trouve que je fais un peu les mêmes épreuves, mais c'est pas tant pour y retourner, mais plus parce que c'est des épreuves françaises, que c'est assez facile en termes de logistique, et que j'ai pas spécialement d'autres épreuves qui me font envie, en fait. Et du coup là j'ai donc mon premier objectif cette année, ça va c'est Nice, c'est d'aller à Nice, donc le 14 juin. Ça du coup, ça me parle, ouais. Ouais, du coup, j'ai déjà fait à peu près mon rétro-planning. Je sais que je vais faire les championnats de France longue distance de duathlon à Douai fin avril, et ça sera ma seule course avant Nice. Ça me parle aussi. Je crois que je te verrai peut-être seulement qu'à l'arrivée, mais ou au départ, ouais.
Et du coup, en fonction de ça, je cale aussi, j'essaie de caler des stages. Donc ça, c'est toujours pareil, ça dépend un peu du boulot. Mais là, du coup, je vais partir début mars à Nice pour faire un peu de volume à vélo, on va dire, ce qui est difficile de faire en Île-de-France. Et après, refaire quelques jours, je pense, courant avril, peut-être 5 jours, on verra, mais ça dépend du boulot, quoi. Du coup, c'est 2-3 grosses épreuves dans l'année, 2-3 gros temps forts, on va dire. Là, en fait, cette année, oui. L'an dernier, j'avais fait un petit peu plus d'épreuves, mais j'avais pas fait d'Ironman. En fait, j'avais un peu moins de temps pour préparer, donc je m'étais dit je vais plus tourner sur du half. Mais finalement, ça m'a manqué en fait d'avoir vraiment un gros objectif sur lequel me concentrer, qui me donne envie de me lever le matin en fait. Et finalement, c'est pour ça que cette année, je reviens sur distance Ironman et surtout à Nice où c'est quand même une course vraiment sympa. Enfin, vous allez, je sais pas si tu vas toi aussi. Non, c'est pas dans mon planning, c'est trop pour moi. Du coup, tu le découvriras cette année, mais c'est quand même une course vraiment super et je trouve ça hyper motivant. Du coup, surtout le fait de l'avoir déjà faite, je sais à quoi m'attendre donc ça me motive pour me lever le matin. Et Nice, tu l'as fait combien de fois ? Du coup, je l'ai fait 3 fois. La première année, ça s'est pas très bien passé parce que je pense que j'étais pas prêt mentalement. Je pensais, en fait, c'était ma première année de coaching et je pensais que parce que je m'entraînais bien, la course allait être facile. Et ça, c'était une grosse erreur parce qu'en vrai, même si tu t'entraînes bien, c'est juste la course, elle est d'autant plus dure. C'est juste que tu vas plus vite, mais c'est tout aussi difficile. Donc j'avais bâché, il faisait très chaud aussi, mais j'avais bâché la course. C'est le seul Ironman que j'ai bâché, la moitié du marathon, je crois, de mémoire. Alors que je courais très bien et que juste, je pensais que j'allais courir plus vite et j'ai pas eu en fait le recul nécessaire pour me dire bah non, tu cours à 12, mais en vrai 12, si j'avais terminé à 12, j'aurais fait une super course, quoi. Mais pour moi 12, sur le moment, je me suis dit c'est pas assez, t'es en train de rater ta course, alors qu'en vrai c'était très bien, quoi. Et du coup je l'ai refait 2 fois. Je l'ai refait en 2016 où là j'ai raté un ravito à vélo. J'ai posé le vélo complètement déshydraté. J'ai fait toute la fin en fait sans rien à boire et ça a été vraiment dur après le marathon. Et je l'ai refait en 2018 et là pour le coup je manquais de volume en course à pied parce que je m'étais blessé au printemps. J'avais fait 1 mois sans courir au mois de mai et du coup la course était fin juin et du coup j'avais vraiment manqué de volume à pied et là c'était un peu difficile aussi. Course à pied toujours difficile du coup là, en fait sur Ironman c'est ça qui est dur, c'est que autant sur half ça passe très bien, mais sur Ironman la nutrition a vraiment une importance énorme et moi j'ai fait peut-être une dizaine d'Ironman, j'ai toujours pas trouvé vraiment la bonne recette pour côté nutrition, donc qu'est-ce que je mange, à quel moment, quel volume, à quel moment, qu'est-ce que je bois, tout ça. Et en fait cette recette là c'est un truc hyper personnel, donc t'as beau faire des tests, essayer des choses, moi pour l'instant j'ai pas encore trouvé vraiment la bonne recette, quoi. Donc je reteste des choses à chaque fois, j'ajuste. Là c'est de mieux en mieux, hein, parce que là j'arrive quand même à courir à peu près, mais j'ai pas encore trouvé la bonne recette. Mais tu les as finis malgré tout les 3? Ouais, j'ai dans la douleur, quoi. C'est ça, en fait. Exactement. Ouais. C'est bien quand même. Après, pas de regret. Non, pas de regret. Le regret, c'était pas de ne pas finir le premier, je pense. D'accord, ok. Le premier. Et là, tu te fixes un objectif pour cette année ou... L'objectif, c'est de courir un beau marathon. Donc, bien gérer le vélo, pas rouler trop fort et bien s'alimenter surtout. Donc, ça va être ça mon objectif. Et un bon marathon, c'est 2h10 c'est dur de s'avancer, sachant que ça dépendra des conditions, ça dépendra de beaucoup de choses. L'année dernière, c'est à Nice, hein, où ils avaient coupé le marathon. Ouais, c'est ça. Ouais. Nice, t'as 4 tours. Donc c'est 4 tours de 10 km et demi et l'an dernier ils avaient supprimé un tour. Ouais, donc ça peut effectivement c'est difficile de comparer d'une année à une autre. Et tu te mets jamais un objectif de classement? En fait, à chaque fois tu nous expliques plus et je comprends complètement, mais le côté sentiment pendant la course, d'avoir envie un petit peu de prendre du plaisir finalement, mais pas trop classement, alors que quand on regarde un petit peu ton historique, ce que je me suis permis de faire sur internet, il y a quand même quelques classements assez intéressants sur des courses, notamment à Vendôme je crois l'année dernière, ce genre de choses. C'est pas forcément le truc que tu cherches au final. T'es pas là pour être en fin de tableau, quoi. En fait ça dépend vraiment des courses, parce que moi je sais que je vais aller à Nice,
quand tu prends le départ à Nice, il y a une 50aine de pros. Enfin, tu vois, avoir de l'ambition au classement général. Voilà, faut quand même garder un peu d'humilité. C'est très dépendant des autres en fait. Donc, et surtout sur une course comme ça où moi mon passif, il y a quand même pas mal de ratés sur la course à pied. Ça serait, je pense, un peu prétentieux d'aller dire je veux faire un top 10, un top 20. Donc voilà, non, pour l'instant, sur une course comme ça, en tout cas, les objectifs de classement, il n'y en a pas chez moi. Je veux juste faire ma course avec moi-même et bien terminer le marathon. Après, sur des courses des courses moins relevées, comme tu peux parler de Vendôme, un peu plus courtes en distance du coup. Un peu plus courtes en distance et même moins relevées en termes de densité, où c'est vraiment que des amateurs, pas de professionnels. Là, une course régionale maintenant en France, ça dépend du plateau, mais ouais, je vais regarder un peu plus la start list, regarder s'il y a des gens que je connais. Donc là, ça va être un peu différent. Et justement, ça fait un peu, tu fais partie un peu des élites, quoi. Tu t'engages avant les triathlètes amateurs, on va dire. Et justement, dans ce microcosme, tu parlais de voir qui s'inscrit, etc. Quelle est l'ambiance Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce qu'il y a la compète? Est-ce que t'as des mecs où tu te dis lui j'ai un compte à régler ou des choses comme ça? Ouais, alors après je sais pas si on peut parler d'élite à mon niveau en tout cas parce que je reste dans les amateurs. Tu vois, le triathlon c'est une passion, je m'entraîne beaucoup, j'ai des résultats corrects pour un amateur, mais tu vois, je suis même pas sûr d'avoir déjà pris un dossard élite. Je pars pas avec les professionnels, du coup je suis pas vraiment, je me sens pas en tout cas en tant que tel dans cette catégorie là. Mais effectivement une course régionale, c'est vrai que je vais regarder un peu la start list, je vais voir les gars que je connais. Bon, il y en a d'autres que je connaîtrais pas aussi qui seront probablement très forts. Et après en fait, le monde du triathlon longue distance en France, il n'y a pas énormément de gars qui courent, qui sont à bon niveau amateur, on va dire. Et du coup, on se connaît un peu tous. Tu sais les gars qui sont forts à pied, forts à vélo, tu sais qui va sortir devant. Donc ça, tu le sais un peu à l'avance. Et du coup, effectivement, ça c'est marrant pendant la course de savoir avec qui t'es, qui est devant, qui est derrière. Ouais, c'est assez marrant. Et l'ambiance est plutôt bonne. Je sais pas si on peut parler d'ambiance en tant que telle. En fait, pour moi, il n'y a pas de différence. Sur les courses régionales, il n'y a pas de différence entre l'ambiance devant ou un peu plus derrière. Et après, sur les courses de niveau international, moi, je suis avec tous les amateurs, donc je suis comme vous, comme tout le monde, quoi. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu loin de tout ça, en fait, on va dire. Nous, quand on court, il y a un peu moins d'ambiance. Globalement, on est plutôt. Les gens sont déjà partis. Ouais, voilà. Si on croise des triathlètes qui ont fini, qui rentrent chez eux. Ouais. Au-delà de cette partie un petit peu épreuve, etc., est-ce que tu considères que le triathlon, qui est devenu une passion pour toi, et tout ce volume d'entraînement, l'investissement que tu peux mettre au final un petit peu au quotidien pour préparer des courses, c'est un truc qui te sert sur d'autres aspects de ta vie aujourd'hui? Alors ça, la réponse c'est oui, clairement. Je pense que moi j'ai trouvé mon équilibre aussi là-dedans, mais c'est important pour moi de m'entraîner, de réaliser des séances. Ça te permet d'avoir une occasion de faire un peu monter ton estime de toi. C'est un contexte aussi différent du boulot, ça te permet de varier tes journées. Donc ça m'apporte énormément au quotidien, on va dire, plus dans la structuration de mes semaines avec le boulot. Ça me permet de couper aussi, et ça me permet aussi de sortir de Paris le week-end. Mine de rien, je sais pas, ce matin moi je suis allé rouler, on a fait, je sais pas, à 3 heures on allait en Chevreuse, tu vois autre chose, tu discutes, c'est vraiment ça, pour moi c'est un vrai bol d'air en fait, le triathlon dans la routine quotidienne du boulot. Et ouais, c'est un vrai plus. Et depuis que t'as commencé ce côté, tu vois, motivation, réussir à se lever le matin, etc., c'est un truc que t'as réussi à appliquer dans ta vie pro? Alors, est-ce que tu vois le challenge de se dire j'arrive à terminer une épreuve qui est super dure, que le français moyen se dit je pense un peu incapable de terminer? Est-ce que toi justement tu parlais de confiance en soi et tout, est-ce que il me semble que t'es dans une aventure un peu entrepreneuriale aujourd'hui, est-ce que ça peut être le déclencheur, cette histoire de triathlon? En fait moi je le vois plus dans l'autre sens, c'est que c'est plus une question de personnalité. Moi j'ai toujours été assez déterminé et en fait j'ai appliqué ça au triathlon, mais je l'applique aussi dans un cadre professionnel, donc c'est plus une question de caractère, je pense. Ouais, c'est une mentalité ouais, voilà, une question global. de mentalité. Est-ce que tu
tu te passionnes un peu pour le triathlon en tant que spectateur, au-delà de triathlète, tu vois, de te passionner pour du matériel, pour regarder des épreuves, etc. Est-ce que tu regardes des compètes à la télé, par exemple? Je crois que Thibaut, il a commencé à regarder sur l'équipe 21 des épreuves. Mais tout à fait, oui. Tout à fait, le championnat du monde avec Vincent Louis, quand même. Bien sûr, c'était l'événement de l'année. Oui, quand même, champion du monde. Moi, j'ai du mal à suivre ça. J'avoue que je m'entraîne déjà beaucoup. C'est hyper prenant et tout. Et je suis de loin, on va dire. Je connais. Enfin, tu vois, j'ai suivi les résultats des championnats du monde longue distance, des trucs comme ça. Mais après, non, je suis pas chaque manche ITU. Je connais pas les gars qui gagnent et tout. Ça, je suis pas du tout en fait. Et finalement, le fait de pratiquer. Disons que j'ai ma dose de triathlon en fait, déjà d'aller nager, d'aller courir, d'aller rouler, au final à la fin, moi en tout cas ça me suffit largement et je préfère aller mater un match de rugby ou autre chose que de mater du triathlon. Il y en a peut-être une à la maison qui dirait ça va quoi. Après oui. Okay. Tu pourrais regarder le Tour de France pendant ces séances de home trainer par exemple. Ça permet de faire les deux. Et t'arrives un petit peu aujourd'hui à gérer ton emploi du temps malgré tout avec toutes ces séances d'entraînement, etc. Ouais, alors j'arrive bien, mais ça, en fait, ça vient aussi avec l'expérience, je pense. Le fait de savoir qu'à des moments, il faut faire l'effort de vraiment être rigoureux sur l'entraînement, être régulier. Et puis à d'autres moments de l'année, en fait, je m'entraîne très peu. On en parlait un peu tout à l'heure sur la structuration, sur les semaines en ce moment en janvier. Là, je dois être, je sais pas, peut-être 12-13 heures d'entraînement. Donc c'est quand même conséquent, hein, quand tu as une vie professionnelle, que tu bosses et tout ça. C'est quand même pas mal. Il y a des semaines qui seront un peu plus chargées au mois de mai, je pense, quand je vais préparer Nice. Mais après, octobre, novembre, décembre, je faisais quasiment rien. Je faisais un peu de course à pied, donc je devais m'entraîner, je sais pas, 4-5 heures par semaine. Peut-être un vélo par-ci, un vélo par-là, mais vraiment pour garder la forme et pas perdre trop le côté technique. Mais en vrai, il y a des périodes où je m'entraîne beaucoup moins. Je suis parti en vacances, j'ai pas fait de triathlon en tant que tel pendant 2 mois. Non, ça dépend des moments en fait. Ça dépend du pic, parce que comme tu disais, en mois de janvier, t'as pas le même volume horaire, on va dire, qu'au mois de mai, donc tu t'adaptes un petit peu en fonction de la... Ouais, c'est exactement ça dépend quand, et je pense que je pourrais pas le faire toute l'année aussi. Moi, j'ai besoin d'avoir des moments où j'en fais moins, en fait, et c'est pour ça que je te parlais d'expérience. Au début, quand je commençais, je voulais tout le temps m'entraîner à fond et tout, et en vrai, ça, sur le long terme, si tu veux un peu, tu vois, avoir de la régularité d'année en année, c'est important d'avoir des périodes où tu t'entraînes moins, où t'en fais moins, et finalement... Ces périodes-là, il y a des moments où je me dis là c'est facile, je vends mon vélo et le triathlon c'est fini quoi, je m'y remets jamais et ça s'arrête là. Mais après quand t'arrives, je sais pas, quand tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées quoi, qu'est-ce que je fais de mes soirées, tu trouves toujours des choses à faire, mais en vrai tu vois, tu peux préparer autre chose, donc ça dépend des moments. Ça te vraiment. manque quand t'en fais pas quoi. En fait je pense dans mon équilibre de mes journées, j'en ai vraiment besoin de m'entraîner. C'est l'équipe que j'ai su trouver ici. Moi j'avais une question qui était presque perso, comme dans Sac finalement, mais on s'était rencontrés il y a quelques années parce que moi je t'avais acheté un vélo du coup. Moi aussi. Et toi aussi, voilà, c'était le fournisseur lien. Du club. Exactement. Et en parlant un peu, tu me disais que sur des courses t'arrivais à rouler à 40 km/h. Et tout à l'heure tu disais que c'était un peu ta force aussi, le vélo. Du coup, pour quelqu'un qui démarre un peu, quelle est la séance qui t'a permis de débloquer un peu sur le vélo? Quel est le conseil vélo que tu donnerais? Alors, je pense que c'est un conseil général sur l'entraînement. Il n'y a pas vraiment une séance particulière, mais c'est plus la régularité. C'est parce qu'en fait, faire une grosse séance une fois, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais aller s'entraîner pendant 3, 4 mois, 6 mois, vraiment régulièrement, tu vois, 2-3 fois par semaine à vélo, ça c'est plus compliqué, ça demande plus d'investissement, ça demande plus de détermination. Et ça, pour le coup, je pense, moi de mon point de vue, c'est ça vraiment qui fait progresser. C'est d'arriver à enchaîner les entraînements et pour moi, ça sert à rien d'aller se la coller une fois. D'aller sortir des gros watts une fois sur un traîneur, c'est bien, mais en vrai, est-ce que ça va vraiment te faire progresser? Moi, je suis pas sûr. Et tu vois, faire de la force d'hiver, aller
c'est des séances qui sont pas dures en vrai, hein, mais ça, le faire plusieurs fois, moi je le fais en ce moment 2 à 3 fois par semaine. Ça sur le long terme, c'est vraiment, je pense que ça permet de construire l'hiver. Après je vais faire un peu de seuil au printemps, on va dire, et je pense qu'avec ça je serai bien armé pour les courses cet été, quoi. Parce que du coup on a roulé sur le même vélo, mais moi j'ai pas les mêmes chronos, Les mêmes donc stats, ouais. c'est une question de jambes. Le 40 km/h, je pense que c'était pas un vélo de route, hein. Et il y a quand même un aspect matériel qui est assez important, parce que un vélo de chrono et un vélo de route, c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes, c'est pas la même rigidité, t'es pas posé de la même façon, et ça, mine de rien, à vélo, quand tu commences à atteindre des vitesses importantes, quand tu sais que la principale force qui va contraire à la progression du cycliste, c'est la force de frottement de l'air. C'est proportionnel à ta surface, en fait, la surface avec laquelle tu vas rentrer dans l'air. Donc si t'es mal posé sur ton vélo, ça va annuler une bonne partie des watts que tu vas sortir avec tes jambes. Ce genre d'analyse, justement, c'est des choses que tu as pu avoir avec un coach, ou c'est du renseignement personnel de la veille que tu as pu faire sur internet pour je sais pas, trouver exactement la bonne position sur ton vélo, le bon matériel, etc. Comment tu t'instruis un petit peu quand tu atteins un niveau assez particulier? On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'interview. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sources pour apprendre ce genre de choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a notamment en France, il n'y a pas beaucoup de sources vraiment techniques, pas beaucoup de tests indépendants, on va dire. Moi, comment j'ai appris, c'est plus au contact d'autres triathlètes. On parlait tout à l'heure de tri-coaching, la structure d'entraînement de Jonathan Triwan. C'est une structure où il y avait, moi quand je suis arrivé, il y avait des mecs autour de moi qui étaient vraiment beaucoup plus forts que moi. Donc j'ai appris en fait avec des mecs plus forts, qu'est-ce qu'ils faisaient. En fait, tu peux assez facilement, avec les réseaux sociaux, avec ce que tu trouves sur Internet, voir comment les mecs ils s'équipent. Essayer d'aller chercher un peu des tests en Allemagne ou dans d'autres pays. Tiens, ce casque là il est plus aérodynamique, tu peux, toutes les sources sont bonnes en fait pour aller chercher de l'info sur ce sujet là. Après c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ce que sortent les marques. Donc quand tu vois Specialized qui te sort des tests en soufflerie, tu te dis ça reste leur test, et est-ce que des freins à 10 c'est mieux que des freins à patins? Ils sont un peu jugés partis sur l'analyse et le matos. Tu peux pas t'empêcher de penser que voilà. Donc voilà, après il y a tu peux tester toi-même. T'as des trucs de base, la position sur le vélo, un casque à peu près aérodynamique. C'est des trucs vraiment du bon sens en fait au début. Déjà ça fait une grosse part du boulot. Et après, moi les trucs marginal gains, j'y crois pas vraiment. Tu vois, les mecs qui vont aller se raser les bras ou les sourcils pour mieux pénétrer dans l'air. Franchement, les gars, faut arrêter quoi. C'était des trolls qui ont été lancés, non? Non, après une bonne paire de roues, un bon vélo, une bonne position. C'est ça. Non mais ça, c'est des trucs. Voilà, ce que t'as dit, tu vois, déjà ça, c'est pas mal. Une position bien aéro où t'es à l'aise pour pédaler, une bonne paire de roues si t'as un parcours plat. Et finalement, c'est des choses assez simples, et rien que mettre ça en place, je pense que t'as déjà un bon gain par rapport à un gars qui est sur les cocottes sur un vélo de route. Et t'avais déjà fait des études posturales justement pour voir un peu? Non, moi j'en ai jamais fait. Après peut-être que si j'en ferais une, je gagnerais peut-être quelque chose. Ouais. En fait j'ai testé petit à petit en fait qu'est-ce qui m'allait comme position. Je sais que moi je roule avec un vélo de chrono où à la base le cintre il était vachement bas. J'ai relevé le cintre. Alors c'est pas très esthétique je pense, mais en vrai je pense que je suis bien aéro. C'est comme ça que je suis à l'aise aussi pour pédaler. Et, pas de douleur, et du coup tu te dis voilà, ça, pas de douleur. Et aussi j'ai pas, ça va être ma 4e année avec le vélo, donc mine de rien petit à petit tu vois je suis bien fait au vélo, et ça c'est important aussi. C'est une partie de toi-même quoi. Presque. Une extension. Je dors pas avec. Est-ce que tu as déjà eu des grosses blessures, et comment est-ce que tu as récupéré de ces blessures? Est-ce que tu as un médecin du sport qui te suit éventuellement, sachant que tu fais des épreuves longue distance qui sont quand même assez impactantes pour le corps? Exactement, merci Mélène. Alors j'ai jamais eu de grosses blessures en triathlon, néanmoins c'est vrai que j'ai des petites blessures musculaires depuis 2 ans. C'est l'âge? Je sais pas si c'est l'âge ou si c'est le fait de tester des trucs un peu tout seul, parce que c'est vrai que le fait d'être suivi par un coach,
bah mine de rien, lui, il est toujours plutôt prudent. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je m'entraîne tout seul. Et du coup, je teste des trucs à l'entraînement. Parfois, il y a un peu de fatigue et une séance un peu dure. Du coup, c'est la blessure. Là, je me suis blessé en peut-être fin novembre. Je sais que j'avais énormément de boulot. C'était une période très compliquée au taf. Et je reprenais à peine la course à pied. Et au bout de 2-3 semaines, bim, déchirure à l'ischio. Et ça, je pense que faut arriver à le gérer. Faut arriver à gérer la fatigue globale. Et on parlait aussi de récupération tout à l'heure. Et je pense que ça, quand tu fais du triathlon, que tu t'entraînes régulièrement chaque jour, c'est quelque chose à prendre en compte qui est vraiment important. Et aussi avec le boulot, en fait. Où quand tu es triathlète amateur, tu as une vie, tu as un travail, tu as une famille, tu peux avoir plein de choses qui sont pas du triathlon, mais qu'il faut prendre en compte dans ta planification. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important pour durer dans le triathlon, en fait. Récupération et nutrition aussi, c'est un sujet que tu analyses un petit peu dans ta prépa ou... Ouais, alors moi je suis le pire là-dessus, je pense, niveau nutrition. Un McDo avant un Ironman, c'est parfait. J'aime bien manger, tu vois, donc voilà. Tu veux du sud-ouest, hein. Petit confit de canard. Ouais, un petit confit de canard. Non, mais je pense que c'est important, surtout quand tu t'entraînes beaucoup pour optimiser ta récupération, en fait, d'éviter de manger, d'éviter de picoler, surtout quand tu t'entraînes. Il faut pas picoler. J'en sais rien, mais en tout cas... pas trop picoler. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Au moins la veille, quoi. Mais je pense que si tu veux optimiser tes capacités de récupération, il y a certaines choses, faut éviter de faire trop d'excès à certains moments de l'année. Après, c'est toujours pareil, on est humain, on a une vie. On aime tous aller picoler de temps en temps, mais en vrai, avec modération. Avec modération, bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le matériel, un peu de bon sens, c'est déjà pas mal. Et après, oui, c'est sûr que si tu as la capacité de t'entraîner, de te mettre des bonnes séances, d'aller taffer et après de faire attention à ce que tu vas manger le soir, à manger du quinoa ou de l'avocat ou je sais pas quoi, tant mieux. Mais en vrai, voilà, c'est aussi, t'as aussi certains plaisirs qui font que c'est bien, c'est cool de s'entraîner et ça, en tout cas pour moi, c'est important aussi. Et t'arrives également à bien jongler entre travail, entraînement et vie sociale. C'est optimiser un peu tes séances ou te dire tiens, je vais faire un resto mais je fais du home trainer en même temps, quoi. Voilà. Exactement. Ça, c'est sûr que quand tu t'entraînes, ça prend du temps et ce temps-là, tu l'as pas pour faire autre chose. Donc ça serait mentir de dire que ouais, c'est facile de tout gérer. En vrai, non, c'est toujours un casse-tête. Les journées elles sont toujours bien remplies et il y a des moments où tu dois faire des choix ou ce que tu fais. Mais alors moi, ce que j'arrive à faire, c'est je me lève le matin, comme ça je cale ma séance, une première séance le matin. Après, j'essaie de m'entraîner le midi. Et du coup, ça me libère mes soirées. Forcément, je me couche un peu plus tôt, mais ça laisse quand même un peu de liberté pour faire autre chose. Tu peux aller bouffer avec des potes, voilà, c'est ça. Cinéma. Tu te lèves à quelle heure, tu te couches à quelle heure, par exemple? Je me lève, en fait, je commence souvent, je me lève à 7h, je fais mon entraînement de 7 à 8, et après, du coup, là, en ce moment, je vais bosser à vélo, donc je refais un peu de vélo derrière, mais sinon, en fait, je fais, en gros, soit une séance le matin, 4 jours par semaine. Donc et après quand la saison avance, c'est vrai que je me lève un peu plus tôt souvent, mais pour faire des home trainers un peu plus longs, pour avoir un peu plus de temps, mais du coup je me couche un peu plus tôt aussi. 21h, 22h, rideau quoi. Ouais, 23 plutôt. 23. Ouais. Tu te couches à 23, tu te lèves à 7, t'as 8 heures de sommeil, ça fait déjà, une bonne nuit. Après se coucher à 23h, c'est assez tôt, hein. Enfin, faut un bon rythme quand même. Non. On arrive un petit peu à la fin de cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'année? Du coup, c'est quelles épreuves pour toi? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Mais du coup, j'ai parlé de Nice, duathlon longue distance de Douai, c'est 26 avril. Juin. Nice, c'est 14 juin, c'est l'Ironman. Et après, normalement, je vais retourner à Embrun, parce que c'est une course que j'adore. Donc c'est fin août, ouais, mi-août. Ouais. C'est toujours le 15 août, l'Embrun, ça change jamais quand il fait bien chaud. Voilà, exactement. Et après, fin de saison, on verra en fonction de si j'ai envie de faire du triathlon ou pas. L'an dernier, je me suis arrêté. Ma dernière course, c'était en juillet. Et j'en avais marre, je m'étais beaucoup entraîné, j'avais plus envie de courir. L'année d'avant, j'avais fait 2 belles courses en fin d'année à Bois-le-Roi et à Baudrex. Je crois que c'était fin septembre.
Donc ça dépendra de l'envie en fait. Et du coup, tu coupes quand même, je finirai sur ça, tu coupes quand même du coup entre septembre et janvier ou pas du tout? Ouais, Jamais en fait, si, je coupe. En fait, je fais en général au moins 2 semaines où je fais rien. Et après, là, cette année, j'ai fait un peu de course. Enfin, je voulais faire un peu de course à pied, mais avec le boulot et tout, c'était compliqué. L'année d'avant, j'avais fait vraiment de la course à pied. L'année encore avant, j'avais fait un peu plus de natation. C'était pas très fructueux, mais ouais, voilà. Et du coup, je m'entraîne surtout moi, en fait, à cette période-là. Jusqu'à début janvier, je m'entraîne 5-6 heures. Peut-être un vélo le week-end s'il fait beau, mais vraiment en option. Et du coup, je m'entraîne surtout moi, ouais. Ça permet de se reposer un peu aussi. Ouais, puis de faire autre chose, d'avoir plus de temps pour voir ses potes. Ça fait du bien un peu aussi. Voilà, se vider la tête, ouais. Et d'avoir à nouveau l'envie d'en découdre en janvier. En tout cas, pour moi, c'est important. Ouais. Il y a des mecs qui arrivent à s'entraîner toute l'année, mais moi, j'arrive pas, quoi. Donc voilà. C'est souvent c'est On a une petite tradition dans le podcast Pinta Triathlon Club, c'est de demander à notre invité sa bière préférée pour terminer. Alors, moi, je suis pas un grand amateur de bière, donc plutôt Ricard. Plutôt non, Ricard, mais j'aime bien la Carlsberg, mais sinon, voilà, je connais pas les petites bières belges qui sont vraiment bonnes, et donc voilà. Ok, ce sera Carlsberg alors. Merci Yvan pour beaucoup. ton temps. Merci à vous. Et très sympa. est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux éventuellement pour analyser tes performances sur Strava pour tenter de les dupliquer? Je mets la majorité de mes entraînements sur Strava. Je suis pas un grand communicant parce que en vrai faire une com sympa ça prend du temps, et quand tu t'entraînes, que t'as un taf, que t'as une vie, bon voilà, c'est pas la prio. C'est pas la priorité, mais du coup j'ai un compte Instagram, je pose de temps en temps des stories, des photos, mais c'est pas très fréquent, et surtout sur Strava il y a tous mes entraînements, tous mes chiffres, tout est open. Et c'est quoi ton pseudo sur Strava du coup? Je pense que c'est Yvan Bavard, parce que je m'appelle Yvan Bavard. Ah bah c'est bien fait quand même. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Merci puis à vous. bonne course du coup. Merci à vous. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.